Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui et de parler de génétique et de maladies respiratoires de MPOC. Alors, je m'appelle Claude Poirier, puis je suis pneumologue. Je travaille à la Clinique Angus, à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Je travaille bien sûr au Centre Inspiré et aussi en partenariat avec l'Association pulmonaire du Québec sur plusieurs dossiers qui nous tiennent à cœur. Et je travaille aux îles de la Madeleine également à l'occasion. Je pense que ça fait le tour. La COVID n'est pas terminée, là. Il y en a encore. Puis j'ai un collègue qui n'est pas rentré travailler depuis la semaine dernière à cause de la COVID. C'est la deuxième fois qu'il l'a attrapé. Donc, ça nous a fait un week-end très chambardé. Puis la semaine actuelle est aussi très lourde. Fait que je vais être avec vous autres environ pour 30-40 minutes approximativement, en espérant ne pas être dérangé. Donc, vous savez, dans les premières grandes réunions, on va dire pneumologiques, qui ont eu lieu aux États-Unis à l'époque des années 50, 60, on reconnaissait très peu l'aspect génétique à la MPOC. La MPOC n'existait pas encore comme telle en termes de définition, de terminologie. Mais donc, on pensait évidemment que c'était que secondaire à des facteurs externes, dont le tabac. Après les années 90, quand il y a eu l'émergence en santé dans le domaine de médecine de la génétique, les Européens, mais aussi beaucoup les États-Unis ont commencé à faire des banques de gènes, donc d'étudier la génétique des grandes familles, par exemple, qui étaient touchées par l'emphysème, la MPOC, etc., et de décrire donc cette génétique-là. Et écoutez, aujourd'hui, il y a plus de 400 gènes qui sont décrits comme étant reliés, associés à la destruction de la santé des poumons à cause du tabac. Donc, il y a effectivement des gens qui, génétiquement, sont programmés pour être plus sensibles, pour avoir des problèmes respiratoires s'ils sont exposés, par exemple, au tabac. Et plus que ça, même, les chercheurs en génétique aux États-Unis ont même réussi à faire des mappings, donc des réseautages, si tu veux, des liens entre des populations de gens qui habitent le même État ou la même région, et donc de retracer finalement que les gens partageaient le même génétique et partageaient le plus souvent aussi la maladie. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez aller en anglais, MPOC, ça se dit COPD. Donc, tu peux aller chercher sur copdgenes.com. Donc, ça, il y a beaucoup d'informations qui est donnée sur la génétique. Juste pour vous dire comment c'est récent, là, le COPD Genes nous a été présenté pour la première fois. J'étais allé à Harvard il y a environ, je te dirais, peut-être 10 ans, 12 ans de ça. Et là, on avait eu une présentation sur cette banque de gènes-là qui ne cesse de grossir finalement. Et donc, nous, comme cliniciens, comme médecins, comme cliniciens, on a observé effectivement qu'il y a des familles où on retrouve 2 personnes, 3 personnes qui souffrent de MPOC, alors qu'il y a d'autres familles de fumeurs où est-ce qu'on trouve essentiellement pas d'MPOC. Ils peuvent avoir des maladies cardiaques, ils peuvent avoir des cancers, mais pas nécessairement de MPOC. Et donc, on se doutait bien qu'il y avait donc qu'il devait exister un lien quelque part, soit un lien au niveau de l'environnement ou encore au niveau des facteurs génétiques. Tout ça est très complexe parce qu'effectivement, il y a les études de vie qui sont souvent partagées par les membres de famille. Il y a bien sûr la génétique, mais il y a aussi les facteurs environnementaux. Puis comme on le sait, donc les enfants qui grandissent dans les zones polluées, en tant que groupe, en tant que population d'enfants, développent de plus petits poumons une fois rendus à l'âge adulte et sont plus enclins à développer la MPOC par la suite, la MPOC par la suite. Fait que vous voyez combien il y a de facteurs qui s'entrecoupent dans le développement de cette maladie. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'une protéine là, pour laquelle il existe même une thérapie dédiée, qui est l'alpha-1 antitrypsine.
On va parler de ça, mais qui est donc une maladie qui est génétiquement programmée, mais on va aussi garder en tête qu'il existe un paquet d'autres gènes qui ont un impact sur le développement de la maladie et pour lequel on n'a pas encore de thérapie ciblée. J'aurais peut-être le temps de prendre ma retraite avant qu'on ait effectivement des thérapies ciblées pour tous ces gènes-là. Donc, on va faire ça simple, puis je tiens à remercier un de mes collègues de Québec qui m'a passé quelques diapositives d'ailleurs. Quand doit-on suspecter le déficit en alpha-antitrypsine dont on va parler? Comment interpréter, quels tests faire et comment les interpréter, puis finalement, la thérapie de cette entité-là. Donc, il y a quelques légendes urbaines à défaire ici. D'abord, le déficit en alpha-1 antitrypsine, ce n'est pas de maladie qui est rarissime. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée et donc elle est moins visible autour de nous, mais c'est une maladie qui est quand même présente dans la population. Ce n'est pas toujours facile de savoir pour les médecins, de reconnaître qui souffre de la maladie. C'est parfois difficile. Il faut y penser. En fait, il faut avoir le réflexe d'y penser. La majorité des cas ne sont pas reconnus et parfois, les gens disent que ça ne vaut pas la peine de la rechercher. C'est vrai qu'avant qu'on ait des thérapies qui étaient disponibles sur le marché, ça ne valait pas nécessairement la peine de rechercher cette génétique-là, mais maintenant qu'il y a des thérapies, ça vaut probablement la peine d'au moins faire l'effort de demander le test génétique. Donc, on parle de génétique, puis combien que le COPD gene, c'était quelque chose de relativement récent en MPOC. Pour ce qui est de l'alpha-1 antitrypsine, ben, c'est relativement récent. Vous savez, en médecine, les choses ne changent pas très rapidement, là, mais il y a des chercheurs en 1963 qui ont regardé les protéines du sang humain, et qui ont vu qu'il y avait certains patients qui souffraient d'emphysème chez qui il manquait une protéine. Donc, la protéine qui manquait, c'était l'alpha-1 antitrypsine. Ce n'était pas tous les patients, bien sûr, mais c'était certains patients. Et donc, ils ont commencé à se demander la question si ça pouvait, s'il peut y avoir une relation causale entre ce déficit-là et finalement le développement de la maladie. Alors, c'est quoi l'alpha-antitrypsine? Bien, l'alpha-antitrypsine appartient à une famille de protéines qui peuvent causer des maladies. On appelle ça des serpinopathies. Donc, c'est une famille de maladies qui touchent différents organes, dans laquelle on retrouve l'alpha-antichymotrypsine, le CA inhibiteur, qui est une autre protéine qui cause d'autres problèmes, l'antithrombine, qui cause éventuellement des problèmes de coagulation, et la neuroserpine. Donc, l'alpha-antitrypsine appartient à une famille de protéines qui est sécrétée par le foie et qui est mise en circulation sanguine de façon à aller jouer un rôle protecteur. Hein. L'antitrypsine, elle détruit, elle annule l'effet de la trypsine qui, elle, est dommageable pour différents organes, mais notamment, bien sûr, les poumons. C'est une maladie qui est héréditaire. Il faut que tu reçoives la déficience, si tu veux, le gène déficient de ta mère et de ton père pour en être atteint. Parce que sinon, tu es juste porteur. Donc, c'est une maladie qui est autosomale récessive. Ça veut dire que tu as des deux parents, le gène déficient. Donc, on est capable de mesurer l'alpha-1 antitrypsine au niveau du sang, donc son dosage. Puis on est aussi capable de faire le test génétique également. Ça donne une destruction précoce de l'emphysème, donc un emphysème précoce. Et ça, c'est une grosse question. Qu'est-ce qui est précoce et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une question sur laquelle les grands consensus ont longtemps débattu. Puis d'ailleurs, l'âge de ce qui est précoce et ce qui ne l'est pas a changé à travers les 20-25 dernières années. Mais globalement, récemment, et là, vous allez peut-être tomber de votre chaise, là, mais on dit que quand tu développes de l'emphysème avant 65 ans, on considère ça précoce. Et donc, on dit qu'il faudrait penser à des troubles génétiques.
Je suis pas mal d'accord avec ça, même si on n'a pas des tests génétiques disponibles facilement pour tout. Mais en bas de 65 ans, en général, il y a matière à se questionner. L'autre versant, ce serait de dire qu'on diagnostique de l'emphysème chez une personne qui aurait peu ou pas fumé. Donc, ça fait 20 ans que je pratique bientôt, puis j'ai rarement vu ça, quelqu'un qui a peu ou pas fumé qui a de l'emphysème. Mais bon, ça serait une autre indication finalement. Ça peut donner des atteintes du foie, donc chez les enfants essentiellement. Donc, dans ma pratique, moi, chez l'adulte, j'en ai jamais vu. Et ça peut aussi donner une inflammation du gras. Donc, sous la peau, on a des matières grasses. Et ça peut donner donc une paniculite, qui est une inflammation du gras sous la peau. Fait que, bref, pour notre intérêt aujourd'hui, c'est essentiellement une question d'emphysème dit précoce. Fait que l'alpha-1 antitrypsine, le gène en général qui est efficace, qui est normal, on l'appelle M. C'est dans la population, donc les gens sont MM, ont deux allèles, ont deux gènes qui sont normaux, efficaces. Il y a beaucoup de gènes, de mutations au niveau de l'alpha-antitrypsine qui peuvent donner donc des déficiences légères, modérées ou profondes, sévères. Et même des fois, la quantité d'alpha-antitrypsine qui circule dans le sang est normale, mais l'alpha-antitrypsine, elle est incompétente. Elle n'est pas efficace pour faire son travail. Donc, on s'est aperçu de ça il y a quelques années. Donc, maintenant, on sait que non seulement le dosage dans le sang est important, mais aussi, en plus, son efficacité, d'évaluer son efficacité. Et, écoutez, c'est une protéine quand même assez volumineuse. Là. Elle a 324 acides aminés. C'est sur le chromosome 14 qu'elle s'est située. Comme tantôt je le disais, c'est produit par le foie, puis c'est mis en circulation sanguine pour aller faire son action contre la trypsine et contre les protéases lorsque c'est indiqué. Notamment, voyez-vous, quand tu fumes, la fumée est un agressant direct pour les parois des bronches. Et donc, les soldats se mettent en guerre et vont donc appeler donc des globules blancs, des neutrophils, des globules blancs qui vont venir au niveau des bronches et qui vont tenter de répondre à l'injure, à la fumée de la cigarette. Et ces globules blancs-là donc, vont se mettre en guerre, puis ils vont libérer de la protéase. La protéase, bien ça, c'est pas bon. La protéase, dans le sens où c'est bon contre une bactérie, contre un virus, mais quand c'est juste libéré comme ça dans le poumon, mais ça abîme le poumon. Donc, notre alpha-antitrypsine, ben, elle est là pour un peu aller annuler l'effet de la protéase et de la trypsine qui sont libérées de façon inappropriée par le poumon. En fait, c'est approprié de libérer, mais malheureusement, c'est pas, la protéase, ce n'est pas un outil efficace contre la fumée de la cigarette. Alors, le fonctionnement de l'alpha-antitrypsine, ben, mon collègue de Québec, je trouve sa comparaison excessivement intéressante, l'a comparé à une trappe à souris. Là. Dans les faits, donc, vous voyez donc à gauche, dans le fond, vous avez, je pense que j'ai mis, voilà. Donc, vous avez à gauche, vous avez l'alpha-antitrypsine qui est comme ouverte avec la partie supérieure en haut et la partie inférieure. Puis, à un moment donné, lorsqu'elle va trouver la trypsine, elle va se refermer sur elle, comme une trappe à souris, puis elle va l'emprisonner. Puis, une fois qu'elle est emprisonnée, bien là, à ce moment-là, elle est reprise par le foie ou par les reins, puis hop, on rejette ça, soit par le tube digestif, soit par l'urine. Fait que c'est un peu comme une trappe à souris. Donc, quand elle tombe sur la trypsine ou la protéase, clac, elle va l'enfermer, puis ensuite, on va l'évacuer. Fait que, comme je disais, il y a plusieurs anomalies génétiques différentes pour l'alpha-1, plusieurs mutations possibles, mais il y en a qui sont plus fréquentes. Là. Donc, celle qui est normale, là, c'est donc le chromosome 14, donc l'allèle M, donc d'être MM, d'avoir deux gènes qui codent pour une protéine efficace d'alpha-antitrypsine.
C'est ce qui est le plus fréquent. Ça donne évidemment des niveaux, des dosages sanguins normaux et aussi au niveau de la capacité de la fonction de l'alpha 1. La S, c'est une autre mutation qu'on rencontre quand même assez fréquemment. Ça donne une légère diminution du taux d'alpha-antitrypsine. Puis en général, ça n'a pas rapport avec c'est pas assez bas pour que ça permette à la maladie de se développer, à l'emphysème précoce de se développer. L'allèle Z, c'est une de celles qui est assez fréquente chez les gens qui sont déficients. Donc, ça donne vraiment donc, des niveaux sanguins qui sont très bas, très réduits. Et donc, en général, ça s'associe à l'emphysème précoce. Puis finalement, une forme qui est plutôt rare, c'est la forme qui est indétectable. Alors ça, c'est une mutation terrible où est-ce qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'alpha, finalement. Voilà. Donc, voilà. Pour vous donner une idée sur la fréquence de ce déficit en alpha 1, on peut le comparer à peu près à la fibrose kystique. Donc, c'est évidemment pas des maladies qui sont fréquentes, mais c'est pour ça que j'avais mis la carte du Québec tantôt, c'est que quand tu as beaucoup de brassage génétique, les maladies autosomales récessives, là, celles qui demandent d'avoir le père et la mère qui donnent le gène déficient. Donc, quand tu as beaucoup de brassage génétique, les maladies génétiques sont moins fréquentes. Donc, au Québec, mais comme vous le savez, on a des régions où il y avait moins de brassage génétique. Il y avait des gens se mariaient plus entre eux, finalement. Le Québec en général, mais aussi certaines régions du Québec. Donc, ça favorise l'apparition de certaines maladies comme la fibrose kystique. Et bien sûr, le déficit en alpha-antitrypsine. On pense qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont porteurs d'au moins une allèle déficiente. Un patient sur 6 000, un Canadien sur 6 000 serait même ZZ, là, okay? Donc aurait un dosage qui est bas. Et aux États-Unis, on pense que c'est 1 sur 9 000. Donc, tu vois déjà le brassage génétique qui est efficace aux États-Unis, où est-ce que les gens vont davantage changer de région, vont trouver des partenaires pour se reproduire qui sont plus éloignés au niveau de la famille. Et en Europe, c'est 1 sur 5 000. Mais c'est très, 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 très variable en Europe. On pense que 90% des cas sont non diagnostiqués au Canada, ce qui est quand même beaucoup. On a donc du travail à faire. Je ne prendrai pas ma retraite tout de suite. Donc, est-ce que ça se présente différemment? Ben, pas tellement, à mon avis. Il y a une forme classique qui est décrite dans les livres où est-ce que tu retrouves des gens donc, qui ont 35 ans, 30 ans, puis qui ont de l'emphysème. C'est une forme qu'on ne rencontre vraiment pas souvent en clinique. On ne rencontre pas ça vraiment souvent. En fait, on va surtout voir des patients qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à un patient qui présente une MPOC. Des gens donc, qui ont fumé, des gens qui ont eu de la pollution environnementale au travail, donc, des usines, des raffineries, donc des lieux de travail qui sont pollués. C'est des gens qui vont avoir souvent de la toux chronique quotidienne, une respiration sifflante. Et évidemment, c'est des gens qui vont avoir, lorsqu'on fait le test de spirométrie, soufflez fort! Ces gens-là vont avoir de l'obstruction dans leur bronche, mais une amélioration avec les pompes. Donc, c'est partiel. Ce n'est pas une amélioration qui est complète, totale. Elle est partielle, mais c'est quand même un potentiel d'amélioration avec les pompes. Je vous présente juste un exemple typique là, qu'on a eu il y a quelques temps, un homme de 62 ans qui avait déjà fumé, qui était évalué pour un programme de réhabilitation pulmonaire. Donc, tu sais, quelqu'un qui a fumé, mettons, on va dire 40 ans, un paquet par jour et moins, puis là, qui décide d'arrêter de fumer, puis de se prendre en main, puis de faire prendre une réhabilitation pulmonaire, ce n'est pas nécessairement tous les médecins qui vont dire, mon Dieu, est-ce que ça pourrait être génétique? Quand tu as fumé autant de cigarettes dans ta vie, on peut concevoir que le poumon en a mangé un coup, en a souffert. Et ces patients-là présentaient quelque chose d'assez typique.
C'est-à-dire que ici, vous avez une coupe scanographique de ces poumons et vous avez donc le poumon gauche qui est ici, le poumon droit qui est ici. Vous avez les structures cardiaques au centre. Et si vous remarquez comme fou, on voit donc à travers le poumon plein de petits vaisseaux, des artères et des veines qui le traversent, ce qui est très simple. Mais par contre, dans les bases des poumons, on retrouve de la noirceur. Ça manque de vie. Et ça, c'est de l'emphysème, c'est de la destruction. Et les patients qui ont un déficit en alpha-antitrypsine, bien, ils développent leur emphysème principalement aux bases et moins au sommet. Je dis ça, puis en même temps, beaucoup de mes patients avec la déficience en alpha-antitrypsine ont aussi de l'emphysème dans les sommets des poumons. Mais bref, celui-là, c'était aux bases, tu vois. Et finalement, bon, évidemment, son taux était déficient, etc. Puis le diacétique a été posé. Une fois qu'on a posé le diagnostic par un test sanguin, c'est un test sanguin pour le dosage, mais, si vous me permettez, il y a aussi, c'est pas commercial, mais c'est quasiment ça, il y a aussi des alpha-kits, là, donc, qui est un test. Donc, ça c'est de la génétique. Donc, il y a le dosage sanguin par une prise de sang pour voir si. Mais on peut aussi faire la génétique. Donc, on a besoin de cellules. Et à ce moment-là, un peu comme un COVID-test, on va chercher des cellules sanguines au niveau des voies nasales, puis on envoie ça. On envoie ça au laboratoire pour analyse. Alors, à l'Association pulmonaire, on a un projet. On a une subvention, puis on a eu beaucoup d'alpha-kits comme ça. Donc, on peut le faire à l'association sans problème. Puis on reçoit la réponse à peu près un mois plus tard, à peu près. Donc, bref, une fois que le diagnostic est posé, qu'on a soit un dosage qui est bas et ou une génétique qui a été démontrée comme étant altérée, bien là, le traitement de base, c'est le même que pour la plupart des maladies respiratoires. Là, on arrête le tabac. Je veux dire, de toute façon, même avant de faire le diagnostic, on peut arrêter le tabac. On vaccine adéquatement et de façon appropriée les patients contre la grippe, par exemple, contre le pneumocoque. On fait une réadaptation pulmonaire. Donc, on prescrit l'exercice physique quotidien et sain, l'autogestion, comment reconnaître ses symptômes, comment répondre promptement si on a une bronchite aiguë, une exacerbation. Et on prescrit les bons inhalateurs, les bonnes pompes. Donc, ça, c'est pour le traitement de base. Puis ça, c'est incontournable. C'est pour tous les patients. Puis ça compte. Mais comme je pense que la plupart d'entre vous le savez, ça compte pour beaucoup dans la qualité de vie aussi. Puis il existe aussi, donc, pour les patients qui sont déficients, le prolastin, qui est finalement de l'alpha-1 antitrypsine, c'est carrément que tu te fais infuser une fois par semaine. Voyez-vous, quand on donne son sang, par exemple, là, ben, ils vont aller chercher finalement différents produits à partir du sang. Puis l'alpha-antitrypsine, ben, c'est de l'alpha-1 humaine. C'est qui est infusé une fois par semaine. Et c'est pour le restant de tes jours. Et ça prévient la détérioration subséquente. On ne revient pas en arrière. On ne peut pas aller faire disparaître ou réparer le poumon qui souffre d'emphysème, mais on va prévenir la détérioration subséquente. En général, c'est bien toléré par les patients. C'est un peu tannant d'y aller chaque semaine, puis c'est pas sous la peau, c'est intraveineux. Donc, à chaque fois, il faut que tu te fasses piquer, etc. Il y a des petits enjeux, des fois, qui sont plus au niveau, si tu veux, des voies veineuses. Là. Il y a des gens qui ne sont pas piquables. Alors, en 2012, la partie verte, la partie qui est à droite, là, en 2012, on a eu des lignes directrices du Canadian Thoracic Society qui nous disaient que le prolastin, la perfusion intraveineuse d'alpha-antitrypsine était recommandée pour les patients qui ont une atteinte de la fonction respiratoire qui est quand même assez marquée et qui ont cessé de fumer puis qui reçoivent toutes les bonnes pompes et toute la bonne réadaptation. Il faut que on sait maintenant, ben,
on sait davantage maintenant qu'il faut que ton dosage sanguin soit bas. Il faut que tu aies un taux qui est bas d'alpha-antitrypsine. Parce que s'il est légèrement diminué, ça n'a pas d'impact clinique, ça n'a pas d'impact sur ton poumon. Donc, en conclusion, la présentation clinique des patients qui ont un déficit en alpha-antitrypsine, elle est pas mal similaire dans ma pratique à la plupart de mes patients NPOC. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui avaient passé des prises de sang. Des fois, votre médecin de famille va dire qu'il faut que je fasse une prise de sang, le cholestérol, des choses. Puis beaucoup d'entre vous avez peut-être déjà eu un dosage de votre alpha-1 par votre médecin de famille sans même vous en rendre compte. Parce que le médecin de famille, lui, il savait que vous aviez de la MPOC, que vous aviez en bas de 65 ans. Alors, boum, il a demandé son bilan de cholestérol, il a demandé les reins, le foie et un dosage d'alpha-antitrypsine. Donc, peut-être d'entre vous l'avez déjà eu. Les kits de tests génétiques qui sont facilement disponibles comme celui-là, c'est relativement récent. Faut se souvenir quand même que la majorité des Canadiens qui sont porteurs de 2 allèles, de 2 gènes déficients, sont non diagnostiqués. Et bien sûr, tout ça repose sur le fait qu'il faut y penser. Puis y penser, c'est un travail d'équipe entre le médecin, l'infirmière, l'infirmier, l'immunothérapeute et le patient partenaire. Le patient qui suggère, qui accepte parfois aussi de subir certains examens. Donc, le patient partenaire, finalement.